C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît. Je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose. Donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils. Je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Tous, nous allons essayer de faire ce petit direct à l'endroit de notre fils. Fils pour certains, neveu pour les autres, et certainement frère de tout le monde. Dites-moi si le son passe parfaitement. Nous allons commencer le direct. Nous avons 1 minute pour attendre tout le monde parce que ce ne sera pas long. Alors, je ne m'active plus à comme investir sur la toile. Parce que je pense qu'à un moment donné, chaque chose a une retraite. Donc, quand il y a déjà des jeunes qui peuvent venir, qui peuvent prendre le relais, il faut faire de la place aux jeunes. Mais il arrive quand même de temps en temps, s'il y a un sujet, il arrive de temps en temps que je m'intéresse au sujet et puis je viens quand même en parler avec vous. La mauvaise nouvelle qui nous est parvenue du côté du lycée nous interpelle, nous, et j'agis ici en tant que père de famille parce que j'ai des enfants. J'ai des enfants à l'université, j'ai des enfants dans le lycée, j'ai des enfants au primaire, au pré-primaire. Et en tant que père, notre devoir est de souvent tirer les conséquences des actes posés. Parce que nous avons d'abord la responsabilité. Nous sommes les premiers responsables dans la vie de nos enfants. Et ce qui arrive à l'enfant d'autrui devrait interpeller tous les parents. Au lieu de chercher à vouloir donner des commentaires, publier des photos, montrer que quelqu'un est mort pour faire vivre la page, il faut souvent tirer les leçons des événements que Dieu nous présente chaque jour. J'ai pris le temps de regarder, de lire, de regarder les publications des uns et des autres, de suivre le reportage qui a été fait à l'endroit de cet événement malheureux et douloureux. Et j'en suis arrivé à la conclusion que je vais vous partager ici. Notre système éducatif aujourd'hui connaît plusieurs carences, parmi lesquelles la dangerosité de la vie de nos enfants. Si on résume très clairement, une jeune fille qui se retrouve chez ses parents fatigués et avoue à ses parents qu'elle a pris les kobolos. Parce qu'il y a plusieurs versions, nous allons retenir un peu cette version-là. Elle avoue à ses parents qu'elle a pris les kobolos et les parents vont se plaindre à l'école pour essayer de rechercher les vendeurs. Le proviseur décide de mener des enquêtes. On interpelle les vendeurs.
Et il se trouve que ce jeune homme qui s'est donné la mort fait partie des vendeurs de drogue. En appelant, en convoquant les parents, l'élève, on convoque également la police. À la présence des forces de l'ordre, il savait que cet enfant a couru et s'est donné la mort. Nous pouvons très vite retourner vers les témoignages de ses collègues de classe lors de l'interview, à savoir que cet enfant était déjà sur l'effet d'une menace. Il était troublé. C'est le terme que ce jeune a utilisé. Il était troublé. Il avait déjà des envies de suicide depuis la seconde. N'eût été les conseils de ses amis. Essayez de ne pas appeler parce que ça coupe souvent le direct. Laissez terminer le direct, je vous reviendrai. Je vais d'abord interpeller les parents d'élèves. Nous sommes dans un monde concurrentiel, un monde technologique, à forte concurrence sur le plan éducatif. Si hier, on pouvait retrouver 3 facteurs d'éducation, sinon 4, aujourd'hui, il y a une multitude de facteurs d'éducation. Hier, nous, on avait l'éducation des parents, on avait l'éducation de la société, on avait l'éducation scolaire, mais derrière ces 3 types d'éducation se trouvait la littérature, dont la lecture, les romans, et il y avait la télé, la radio également, ce qui faisait 6. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux, l'autorité parentale devient de plus en plus menacée par des autres facteurs qui ont plus de vitesse et qui ont pris plus d'ascendance sur nos enfants. À cet effet, chacun d'entre nous devrait d'abord être le premier bourreau de son enfant. Bourreau, pas en devenant un monstre. Comme le dit la Bible dans le livre Éphésiens, on doit corriger avec amour. Plus vous mettez les barrières entre vos enfants et vous, plus vous mettez plus d'autorité entre vos enfants et vous, bien que n'étant pas en temps plein avec eux, plus vous vous éloignez de vos enfants. Le cas de ce jeune homme. Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, mon Dieu. Dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. C'est le cas qui a été visible. Mais nous avons vécu ici, à Québec-Poteau, un fait allant dans le même sens. Un jeune homme, un jeune garçon, je crois que cet enfant voudrait avoir l'âge de 8 ans. Pour ceux qui habitent les appelés, bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu l'enfant qui était mort en bateau canal et qu'on avait retrouvé vers le pont d'Akébé. Cet enfant allait, répondait aux besoins de ses parents. Son père l'avait envoyé, non plutôt sa mère l'avait envoyé chez le boutiquier. Malheureusement, il pleuvait ce jour.
et sa babouche est tombée à l'eau. Avec la peur d'aller sans babouche chez sa mère, parce que la mère allait le taper, l'enfant a préféré plonger à l'eau pour aller chercher la paire de babouche. Oubliant le courant, et il a été emporté par les eaux, et cet enfant-là est mort. Voyez-vous, à cause de nos colères, à cause de notre rigueur extrême, sans amour, nous pouvons pousser nos enfants à aller vers d'autres personnes, aller vers d'autres brassereaux, soit les brassereaux de l'amitié, pour essayer de trouver un confort, sinon un semblant d'amour. Malheureusement, la conséquence est souvent douloureuse. Oui, monsieur cher frère, très chers parents, vous avez la douleur aujourd'hui de la perte de l'enfant, mais il faut reconnaître votre sens de la responsabilité. Puisque son collègue le dit, il était troublé. Il vivait dans le stress. On ne punit pas un enfant avec colère. Quand vous êtes en colère, ce n'est pas le moment de punir votre enfant. Laissez la colère passer. Prenez votre enfant, raisonnez-le. Si vous devez donner le fessé à votre enfant, donnez le fessé avec amour. Parce qu'aucun enfant ne peut se remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer un enfant. Dès que vous avez perdu un enfant, vous l'avez perdu à jamais. Il ne reviendra pas. Vous pouvez faire d'autres enfants, mais cet enfant aura toujours de l'avance. Même dans sa tombe, il prendra toujours de l'âge. Et vous allez imaginer ce qu'il aurait pu faire. En premier S, cet enfant avait de l'avenir, certainement. Quel que soit l'issue de l'avenir, mais cet enfant avait de l'avenir. Négatif, positif, mais c'était de l'avenir. Nous voulons très souvent transformer nos enfants à l'image de notre rêve d'homme. Nous pensons que nous pouvons tout effacer. Nos enfants ne doivent pas connaître les mêmes erreurs que nous, oui. Mais cela se fait avec patience et douceur. Nous ne laissons jamais le temps à nos enfants de nous exposer leurs problèmes. Notre caractère, notre refoulement, le nombre de principes que nous mettons entre nos enfants et nous, ce nombre de principes fait en sorte que nos enfants s'éloignent de nous. Et lorsque nos enfants s'éloignent de nous, ils deviennent des proies. Ils deviennent des proies de la société, des proies de d'autres facteurs d'éducation. Et même quand ton enfant a trouvé la difficulté et qu'il a le regret de revenir, nous voulons montrer que nous sommes des parents rigoureux. Et au fur et à mesure, nos enfants ne se sentent plus aimés. Nos enfants ne se sentent plus en liberté. Dieu a créé l'homme libre. Il nous a mis le libre arbitre. Qu'est-ce qui vous dit que nos enfants ne sont pas nos frères? Imaginez-vous, vous faites un voyage aujourd'hui, vous allez aux États-Unis faire des études, et après vous vous installez là-bas. Vous devenez un grand homme aux États-Unis. Mais vous pensez appeler votre mère ou votre père à Libreville, au Gabon, de venir vivre avec vous aux États-Unis. Mais votre enfant, vous devenez le tuteur de votre père. Par conséquent, vous êtes son père, parce que c'est vous qui l'éduquez maintenant à intégrer la société américaine.
Ça peut être la même chose quand nous venons sur Terre. Qu'est-ce qui vous dit que votre enfant que vous aviez mis au monde, dans le monde cosmique, il n'était pas votre père? Il faut savoir discuter avec les enfants. Il faut savoir comprendre ce qui se passe avec l'enfant. Certains parents, tout au long de l'année scolaire, il ne prend pas le temps de vérifier les cours de ses enfants. Il ne prend pas le temps de travailler avec ses enfants. Il ne prend pas le temps de transmettre, de veiller à ce qu'il y ait en son enfant un bon fonctionnement du peaufinement intellectuel. Non. Mais il attend le jour où on rend le bulletin et quand l'enfant est échoué, c'est là où il veut démontrer qu'il est un père. Que c'est un père rigoureux. C'est un père qui peut faire. Et il se met à taper l'enfant, à gronder l'enfant, à sanctionner l'enfant. D'autres même, connaissant les faiblesses de leur enfant, préfèrent même devenir des enseignants. Ils mettent au-dessus de l'évaluation pédagogique l'évaluation parentale. Résultat, on n'a pas des êtres humains. Bonjour, Makamba. On n'a pas des êtres humains. On a des faux que nous élevons. Parce que tout simplement, le père ou la mère n'a pas compris le sens réel. Le sens réel de l'exercice parental. Aucun choix n'est mauvais. Aucun choix n'est mauvais. C'est le résultat du choix qui peut être bon ou mauvais. C'est bien beau de publier. Un enfant est tombé au lycée, bon, on monte, machin, on a des vues, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous tirez de cet acte-là? Est-ce que vous trouvez que parler simplement de ça comme un événement arrange le pays? Nous sommes d'abord combien? Il y a combien de Gabonais? Nous sommes nombreux. Pour perdre les enfants à cet âge, mais vous allez pleurer. Vous allez chercher les coupables de la mort de l'enfant. Oubliant que derrière ça, nous sommes les premiers responsables. Il y a une complicité passive du père ou de la mère, sinon des parents, devant les actes posés par nos enfants. Parce que nos enfants, tant que l'enfant vit sous ta tutelle, tu es le premier responsable des actes qu'il pose. Dans les années 80, nous on a trouvé ça. À la RTG, il y avait une police à côté. Et lorsque un enfant a été perdu et qu'on l'avait retrouvé, on amenait l'enfant à la RTG. Et on faisait venir les parents. Et on tapait les parents. Parce que les parents étaient responsables de la fuite des enfants. Parce que nos multiples comportements au sein de notre foyer, tu traumatises la mère, tu traumatises les enfants dans la maison. La maison devient un enfer. L'enfant va à la recherche du paradis. Parce que le monde est un paradis terrestre pour un enfant. Ou bien le monde devrait être un paradis terrestre pour un enfant. Mais dans la maison, tu traumatises tout le monde. Personne ne doit parler quand tu as parlé. Mais c'est toi qui dis que non, au Gabon, oh, les gouvernants ne laissent pas la liberté d'expression. Mais toi, dans ta maison, il n'y a pas de liberté d'expression. Voilà que ton enfant va se confier chez ses camarades de classe. Excusez-moi mes frères, je partage votre douleur, mais il faut que je vous le dise. Voilà que ton enfant va se confier. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre que cet enfant vivait dans le stress? Il était troublé.
Et ils sollicitaient la mort comme seule résurrection. Parce que tout simplement, incompris et certainement rejeté. Parce qu'il y a un rejet. Le rejet n'est pas seulement le fait de dire à l'enfant sors de la maison. Le rejet peut être aussi être l'effet comportemental des parents. Et aujourd'hui, voilà, vous venez, après être, je ne sais pas quel âge cet enfant avait, mais regardez tout le travail que vous avez fait, abattu du sein de sa mère jusque là où il était en première. Et vous perdez ça comme ça, par naïveté, par manque de responsabilité. Il n'est pas souvent nécessaire de penser que quand votre enfant a commis une bêtise, il faut forcément aller accuser les enfants d'autrui. Si punition il y a, punissez votre enfant. Et demandez à votre enfant de ne plus prendre la drogue. Mais faites-le avec amour, comme le dit le livre Éphésiens. Corrigez avec amour et non avec colère. Et si par exemple, vous voulez aller à l'encontre de d'autres, allez-y, parce que c'est des enfants. Vous avez le devoir de les ramener à la société, mais pas de les détruire. Même la prison, on parle de correctionnel. On voit des gens qui vont en prison, et c'est en prison qu'ils deviennent des gens. Donc, la prison a ce devoir de corriger, sanctionner, corriger, et réintégrer l'homme dans la société. Le problème de cet enfant devait nous intéresser parce que nous ne passons plus trop de temps avec nos enfants. Quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi. Même l'État vous a dit que vous ne travaillez plus à temps plein. Tu vas au travail le matin, tu fais demi-journée, tu rentres chez toi, passe un peu ce temps-là avec tes enfants. Ça te permet de contrôler les mouvements des enfants. Passe ce temps-là avec tes enfants, essaie de communiquer comme à un moment donné, fais de tes enfants tes amis. On ne dit pas qu'il faut corriger. Mais les gens veulent avoir des enfants sains, les enfants Jésus. Nous recherchons à avoir des enfants Jésus. Mais comment veux-tu être un bon père, un bon éducateur, si tes enfants ne commettent pas des erreurs? Parce que c'est par les erreurs et la correction des erreurs dans le bon sens qui fait de toi un bon père, un bon éducateur. Si tes enfants n'ont jamais connu une bêtise, ne dis pas aux gens que tu es un bon père. C'est par la providence aidant que tu es un bon père. Mais celui qui a su transformer sa maison, celui qui a su transformer la boue en or, est un bon père. La Bible nous déclare même, parce que nous parlons le français, qui ne nous appartient pas, et certains se narguent d'être des intellectuels. Mais vous pensez que le Dieu vivant, le Dieu qui nous a créés, peut à lui seul, à lui Dieu, qui est l'architecte de l'univers, du savoir, de la connaissance, peut avoir fait un tel radote en disant à l'homme, multipliez-vous et soyez féconds. Deux mots qui semblent se connaître, parfois des voisins, sinon des synonymes, mais en réalité, qui ne vont jamais se rencontrer. Et, par coup d'état linguistique, de manière scientifique, on établit la fécondité comme étant le phénomène de la multiplication. Et vous dites, c'est Dieu qui l'a dit.
multipliez-vous. L'homme et la femme se multiplient pour faire un enfant. Mais la fécondité, un homme est fécond, c'est quand il est capable de se souvenir, de transformer la boue en or, quand il peut se nourrir et nourrir les gens autour de lui. C'est ça la fécondité en réalité. Mais coup d'état linguistique, avec le consentement des hommes qui se sont assis quelque part, on dit, bon, c'est le fait de faire les enfants. Mais l'homme qui fait des enfants et qui ne les éduque pas, qui ne veille pas au bien-être de ses enfants, il n'est pas fécond. Il se multiplie. Un homme qui a des enfants, il a une femme, ses enfants sont malheureux, sa femme est malheureuse, et il se pavane dehors parce qu'il a une grosse voiture, il a de l'argent en banque. Il n'est pas fécond. C'est un multiplicateur. C'est tout. Parce que Dieu, dans la fécondité, estime qu'il faut avoir de l'amour pour soi-même pour mieux distribuer aux autres. Et le Christ le confirme. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Une fois que tu es détenteur de l'amour pour toi-même, tu auras de la fécondité dès là où tu peux répartir l'amour là aux autres. Nous sommes tous devenus des intellectuels organiques. On se vante d'être intellectuel parce qu'on a un gros poste. Raison pour laquelle on ne peut pas permettre à ce que quelqu'un d'autre vienne travailler à côté de nous. Parce que tout simplement, on n'a pas besoin de la concurrence. Parce que la position sociale est un facteur, sinon, est le baromètre de l'intellectualisme dans le pays. C'est ça, les intellectuels organiques. Mais aucun de nous n'accepte d'être un intellectuel dissident qui estime que si moi j'ai eu la chance d'arriver là et que les autres n'ont pas eu la chance, je vais permettre aux autres d'avoir la chance de voir le soleil. De telle sorte que je ne puisse plus dépenser pour tout le monde. Dans une famille, Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Mais il n'a pas fait de toi ce que tu es aujourd'hui pour écraser les autres. C'est parce qu'il estime qu'il doit aussi donner à d'autres familles. Mais toi, à travers toi, il veut aider ta maison. Et ça, c'est répercute dans la société. Le président, par exemple, le président Oligui, fait de toi un ministre. Toi, au lieu d'élever les gens de ton village, ou de ta contrée, ou de ton ministère, tu les écrases. Et tu dis il faut que le président aide la population. Mais dans ton environnement, si Oligui t'a donné de la lumière, va éclairer ton environnement pour que les gens de ton village aient aussi de la lumière. Soyons des bons pères. Parce que la mort de cet enfant doit interpeller tous les Gabonais. Il y a trop de déviance dans l'éducation ici au Gabon. Quelqu'un, tu ne t'occupes pas des enfants. Peut-être l'enfant ne voulait même plus vendre la drogue. Mais il était contraint par quelqu'un d'autre qui l'obligeait à le vendre. Et s'il n'en fait pas, il aura du mal à suivre. Peut-être qu'il ne voulait plus vendre la drogue. Parce que, et en plus, c'est même maladroit de le dire qu'il vendait la drogue alors qu'il est mort. Vous venez donner des publications comme ça, une fille, il vendait la drogue, le gars est décédé. Ça, c'est quelle étiquette que vous donnez à cet enfant? Ce n'est pas quand l'enfant est décédé qu'on l'accuse. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quand l'enfant
vole, tu dis l'enfant ne vole pas. Quand il est tué parce qu'il a volé, tu dis c'était un voleur. Durant le processus scolaire, tu ne suis pas ton enfant. C'est quand il est joué que tu viens dire mes enfants me dépassent. Toi-même, tu étais où quand l'enfant, parce qu'il y a eu un premier devoir, deuxième devoir, troisième devoir. Pourquoi tu n'as pas contrôlé? Nous allons pleurer notre fils, mais reconnaissons intérieurement que nous sommes les premiers coupables, les premiers criminels de nos enfants. À cause de nos mauvais comportements, notre retranchement du cercle familial, notre absence. Prenez ça comme vous dites, et moi je vous dis ce que je sens, je pense. À vous, les enseignants. À vous. Je ne m'adresse même pas à l'enseignant simple. Hein. Je voudrais m'adresser aux membres de la direction du lycée Mba. Et je crois que c'est le deuxième cas. Et souvenez-vous très bien quand on parlait de la jeune fille de Immaculée l'année dernière, je vous avais dit la même chose. Parce que l'année dernière, la bagarre des jeunes filles, le responsable de Immaculée avait appelé la police. Et la police était venue arrêter les enfants. Je vous avais dit, faites attention. La police n'intervient pas dans les établissements secondaires. Ils peuvent rester dehors au portail. Nous, à l'époque, on a eu la chance, on a eu un président comme Omar Bongo Ondimba. À l'époque, nous, on avait un conseil pédagogique dans les établissements. Leur rôle, c'était d'étudier les cas, les problèmes de troubles tels que celui-là des enfants. Lorsqu'un enfant avait des notes qui, au début, étaient croissantes, lorsque ces notes devenaient de plus en plus décroissantes, on vous convoquait au conseil pédagogique, c'était le conseil pédagogique, et il vous posait des questions, comment vous vous sentez chez vous, qu'est-ce qui se passe, pour essayer de comprendre la difficulté de l'enfant. Et il se convoquait les parents, non pas pour sanctionner l'enfant, mais bien évidemment pour essayer de trouver les solutions nécessaires afin que cet enfant reprenne goût à la vie. Mais on a fait disparaître ça. Alors, vous êtes proviseur d'un lycée. Donc, vous n'êtes plus le père, parce que c'est bien beau de choisir de prendre un poste. Je veux être le proviseur. Vous êtes proviseur du lycée. Vous n'êtes plus le père de votre famille. Vous êtes le père des enfants du lycée. Donc, en dehors de vos enfants, vous avez ajouté les enfants de votre établissement. Vous avez le devoir de les protéger, de les sécuriser, de les conseiller et de peaufiner leur intelligence. Malheureusement, quand on devient proviseur au Gabon aujourd'hui, on est proviseur par arrogance. Ok, d'accord. Arvel, je reviendrai vers toi. Vous êtes là pour la sécurité des élèves, la sécurité des enseignants, le peaufinement intellectuel des élèves et le cadre même de leur environnement. Vous êtes le garant de l'harmonie et du mieux vivre ensemble dans l'établissement. Mon père avait coutume de dire que si un père sollicite l'aide de la police pour l'aider à corriger son enfant, c'est qu'en réalité, il n'est plus père.
puisque l'enfant aura plus de crainte, va plus craindre le policier que le père. Alors le père doit se vêtir de son autorité pour que l'enfant n'ait pour craindre son papa. Car la Bible déclare: honore ton père et ta mère. Si tu n'arrives pas à respecter ton père que tu vois, proviseur, si vous avez déjà convoqué les parents d'élèves, c'est que vous voulez trouver les solutions pour l'enfant. Vous ne voulez pas détruire cet enfant. Je me souviens, nous étions en 3e et l'un de mes frères, collègues, camarades de classe, c'était le meilleur élève de notre classe. Il n'était jamais dernier. Quel que soit en français, il était français, mathématiques, il était bon partout. Et puis, alors que on s'apprêtait à passer le bac, le BPC, la police vient pour l'arrêter. À l'époque, on appelait le braquage de la pêche. Et Monsieur Tsanga, qui aimait bien cet élève, aujourd'hui Tsanga, il est gouverneur, il était professeur d'histoire à l'époque, va demander à ce qu'on laisse l'enfant là terminer l'examen. Parce que selon lui, on peut redresser son comportement, mais la perte d'une année ne peut pas être rattrapée. Donc, monsieur le proviseur, vous avez eu le temps ici, puisque vous savez déjà quels sont les enfants qui vendent la drogue. C'était l'occasion pour vous de prendre ces enfants, de les mettre en confiance et de chercher les voies et moyens, comment faire en sorte que ces enfants ne pratiquent plus, ne fassent plus ce genre de pratique. Et vous mettre en relation avec la famille, afin qu'avec la famille, on essaie de comprendre pourquoi cet enfant est arrivé jusqu'à vendre la drogue. La démarche, sinon la corrélation pédagogique est triangulaire. La corrélation triangulaire de la pédagogie ne connaît pas le policier. Ça ne connaît pas le gendarme. Ça connaît l'enseignant, le parent et l'enseigné. Voilà les 3 acteurs de la corrélation pédagogique. Mais votre problème qui est aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, on vous appelle la police. Lorsque vous appelez la police ne vient plus pour étudier le problème. La police vient pour arrêter un dealer, un grand bandit. Et à la vue des policiers, voilà le message que donne la mort de cet enfant. À la vue des policiers, il vous a démontré que il ne voulait pas détruire sa vie. Aller en prison et détruire sa vie, ce n'est pas ça son souhait. 2, sa mort vous démontre que ce qu'il faisait, il ne faisait pas ça parce qu'il voulait, mais par contrainte. 3, il vous a démontré qu'il aimait ses parents. Il ne voulait pas détruire le peu d'honneur que ses parents, malgré ce qu'il a dit à ses amis, le peu d'honneur, de respect qu'il avait encore de ses parents. Et voilà qu'il s'est donné la mort. Parce qu'à la présence des policiers, il a vu sa prison, il a vu le déshonneur, il a vu la honte. En dehors de la pression parentale qu'il avait à la maison, comme le dit, c'est son camarade. J'ai suivi le documentaire.
à la vue des policiers, il a vu sa vie s'écrouler. Il était même devenu certainement la honte de son lycée. Et vous allez remarquer que le jeune homme qui monte pour aller le chercher est le seul qui reconnaissait sa valeur. Il savait que son ami ne le faisait pas ça parce qu'il le voulait. Et il est mort. Il est mort parce que les règles de la pédagogie ont été simplement brisées par la direction. Par la direction du lycée Mba. Parce qu'on ne cherche plus à grandir les enfants, on cherche à les sanctionner, à mystifier la matière. Et voilà qu'un enfant est mort. Et vous venez, vous faites des publications sur Facebook, vous montrez comment cet enfant tombe, vous amplifiez la honte, vous amplifiez le déshonneur de cette famille, de cet enfant. Ah, ça c'est quel bon métier. Il y a des milieux où la police ne doit pas rentrer. La police doit assurer la sécurité de l'établissement, mais ne pas rentrer à l'intérieur de l'établissement. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de la matière? Descartes nous dit que le savoir est ce qui reste lorsqu'on a soufflé sur la table. Lorsque nous soufflons sur la table, après avoir emmagasiné tout ce que nous avons appris dans la vie, donc il ne nous reste rien. Lorsqu'on souffle sur la table, après avoir fait des études et des études, et que le vent souffle sur la table, où est le savoir qui nous reste? Apparemment, aucun savoir ne nous reste. Nous échappons au savoir. Parce que trop d'orgueil, trop d'arrogance, parce que le positionnement dans la société, c'est ce qui nous intéresse. C'est triste. C'est triste. Vous aviez la responsabilité. Monsieur le proviseur, excusez-moi, je vous le dis en toute honnêteté. Vous avez manqué de professionnalisme. Par conséquent, reconnaissez vous-même intérieurement, si ça aurait été votre enfant, votre propre enfant, est-ce que vous, monsieur le proviseur, vous devriez appeler la police? Vous allez chercher à résoudre le problème là et à trouver les conséquences de l'acte que posait, les causes de l'acte que posait cet enfant. J'étais tout jeune. Je cascadais. J'étais cascadeur au lycée d'État. J'apprenais bien. Mais au brassereau de l'amitié, je m'étais retrouvé à cascader et je me passionnais à cascader pour démontrer aux autres que j'étais aussi un homme capable de faire des choses. Parce que pour comprendre un enfant, il faut dire que de 0 ans, aujourd'hui, puisque les enfants sont prématurés, de 0 ans à peu près 6 ans, 7 ans, l'enfant ne fait pas d'identification parentale. À notre époque, ça partait de 0 ans à 10 ans. L'enfant ne faisait pas d'identification parentale. On pouvait prendre un enfant de 2 ans, de 10 ans qu'on envoyait chez un oncle en France, il finissait par appeler son oncle papa. Parfois, il oubliait même sa mère. Et à notre époque, et de 10 ans à
13 ans, l'enfant faisait l'identification parentale. Et c'est dans cette période d'identification parentale que chaque parent devait chercher le moyen d'asseoir son autorité afin de préparer l'enfant à rentrer dans un autre monde. Donc, cette période-là pouvait durer 3 ans ou 5 ans. Et puis, arrive l'âge de l'adolescence, où l'enfant commence à poser des questions et a besoin de réponses. Et cet âge, à partir de 15 ans à 20 ans, l'enfant se pose des questions et attendait les réponses des parents afin de s'affirmer dans la société. À partir de 20 ans, l'enfant cherchait maintenant à s'affirmer dans la société. Alors, dans chaque étape, le parent devait trouver le moyen de se positionner et de changer le comportement en fonction de l'évolution, de la courbe de l'évolution de l'enfant. Lorsque l'enfant était dans la période d'identification parentale, le père venait asseoir son pouvoir. Et quand l'enfant s'interrogeait, le père avait le devoir de répondre exactement aux questions de l'enfant. En pédagogie, on ne transforme plus les mots. Si vous voulez que votre enfant parle bien, il ne faut pas apprendre à un enfant à dire kakaka, pipipi. Non. Il faut dire à l'enfant, je vais faire les selles, je vais faire mixion, pour que l'enfant ait déjà ces termes-là et qu'il grandisse avec ça. Vous allez vous étonner, c'est vrai, on peut tout reprocher à ce système, mais la communication fluide entre les parents et les enfants dans les autres pays, surtout chez les Blancs, fait en sorte que l'enfant se libère et il évolue visiblement. Mais parce que quand vous vous concentrez, vous fermez, vous bloquez une solution, lorsque la solution s'excite, elle finit par exploser et vous avez des enfants qui vont à la rue. Et lorsque l'enfant arrivait à 20 ans et qu'il voulait maintenant s'affirmer, vous n'étiez plus son père. Vous n'êtes plus le père de votre enfant. Vous devenez maintenant le compagnon de votre enfant. Il faut chercher à intégrer son cercle d'amis. Parce que l'enfant a déjà 20 ans, il faut intégrer son cercle d'amis pour mieux contrôler votre enfant, puisque vous jouissez de votre expérience. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a une confusion dans tout. Et à chaque étape, on veut marteler. Les gens n'arrivent plus à s'asseoir avec les enfants pour discuter avec les enfants. Donc moi, à cette époque, je cascadais. Et j'étais tombé du bus. J'avais eu la blessure au niveau d'ici. Quand je suis arrivé à la maison, mon père, bien évidemment, était au courant. Parce qu'on m'avait amené à l'hôpital. Et on m'a réanimé à l'hôpital. Mon père, qui était très rigoureux, très sévère, m'avait juste demandé de m'asseoir. Il m'a demandé de prendre le bic. Il m'a donné une feuille. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux devenir demain? J'ai dit, il a dit écrit. Il m'a dit, comment faire pour devenir ce que tu veux demain? J'ai dit, il a dit écrit. Pour arriver à là, il te faut combien d'années? J'ai dit. Il me dit, maintenant, si tu commences à rater là, est-ce que tu es sûr que tu vas arriver ici? J'ai dit non. Il dit, si tu serais mort là, est-ce que tu devais arriver ici? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est à toi de faire le choix. J'ai déjà joué mon rôle de père. Et tant que tu es chez moi, essaie quand même de me respecter. Beaucoup avaient seulement vu que j'avais changé. Je ne voulais plus cascader, mais ils ne comprenaient pas. Quand vous êtes un proviseur, vous ne faites pas recours à la police. Et c'est pourquoi la pédagogie avait des sanctions d'exclusion pour
doit soit leur autorité. Remettre l'enfant aux parents afin qu'ils aillent discuter avec l'enfant. C'est pourquoi les lycées avaient le conseil pédagogique pour essayer d'étudier le cas de l'enfant dans son environnement, dans sa famille et dans son milieu scolaire. Reconnaissez que vous tous, que ce soit les parents, le proviseur, vous êtes coupables. Vous n'allez pas l'accepter, hein, mais je suis conscient que ça va vous travailler toute la vie, toute votre vie. Parce que les Gabonais ne savent pas tirer les conséquences, les leçons de leurs responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde fuit la responsabilité. Hein. Tout le monde dit je suis responsable, mais assumer la responsabilité, tout le monde lève les mains. Maintenant, à vous, vous les enfants d'aujourd'hui, vous qui savez tout, vous connaissez tout, vous faites tout, mais jamais ce qui est bien. Toi, un enfant d'aujourd'hui, ton père t'est parti dire, papa veut encore que je fasse quoi? Comme si tu avais déjà réalisé quelque chose. Quand on te demande, non, mais lave les assiettes, oh, mon père ne m'a pas appris à laver les assiettes parce que tu as la ménagère. Mais pourtant, tu connais les hommes. C'est ton père qui t'a appris à connaître les hommes. Tu ne connais rien de la civilisation ou des coutumes. Parce que tes parents ne t'ont pas enseigné ça, c'est ce que tu dis. Mais la cigarette que tu fumes là, le chanvre que tu fumes là, la drogue que tu fumes là, les mauvaises choses que tu fais là, qui t'a appris ça, c'est ton père. Bon, est-ce que tu ne peux pas prendre la même force énergétique, pour apprendre ce que tu dois apprendre pour être un bon citoyen, sans que ton père ne te l'ait appris? Vous vous cachez derrière l'enfance, mais c'est vous qui faites tout ce que les vieux doivent faire. Tout ce que vos parents ont même peur de faire, vous faites ça. Quand tout le monde est passé par ça. Vous êtes les premiers enfants au monde, ou bien vous êtes les seuls au monde à être enfants. Vous ne regardez pas votre avenir. Tu vas aller vendre la drogue pour avoir l'argent. C'est toi qui fais le marché chez toi. Parce que tout simplement, tu as envie d'aller t'asseoir quelque part, tu bois le vin, tu fumes la cigarette, tu es entouré de femmes et tu montres que tu es un dos. Vous êtes pressé pour vous aller où? Le sexe que vous voyez là, le sexe là, c'est le plus vieux métier du monde. Tout le monde a fait ce métier-là. Peut-être pas Jésus, puisqu'ils disent que Jésus n'a pas fait d'enfant. Mais tout le monde a fait ce métier-là. Ce métier-là rapporte quoi? Tu vas fumer le tabac. Est-ce que tu as déjà vu où on vient attendre quelqu'un à l'aéroport, comme on attend un président, parce que c'est un grand fumeur de tabac? Qui vous trompe? Hein? Bon, je vais d'abord boire l'eau. Ma femme, toi, m'a dit de souvent boire de l'eau quand je fais des directs. Bon, comme je vais déjà bientôt terminer. Vous êtes quel type d'enfant? Tu ne vis pas chez toi, tu vis chez ton père. Que ton père soit fou, que ton père soit rigolo, que ton père soit ce qu'il est, c'est ton père. Ta mère peut être ce qu'elle est, c'est ta mère. Mais toi, tu veux faire les leçons à ta mère, tu n'es rien.
un rienton. L'école qu'on te demande de faire, puisque tu... Attends, chez nous on dit, mon cabanadi, l'agnia cabanadi. Ta mère ne fume pas le champ, tu fumes le champ. Ton père ne boit pas les alcools, tu bois les alcools. Tu trouves que c'est normal? C'est une vie. Et tu veux dire que tu es quelqu'un, tu n'es rien. Il n'y a qu'à voir comment vous vous pavanez là. Vous vous entretuez pour rien du tout. Tu deviens un assassin précoce. Bon, attends, le métier d'assassin, moi, peut-être en Europe, dans les films, c'est dans les films où je vois les assassins devenir riches, ils ont des maisons. Mais depuis que je suis au Gabon là, je n'ai jamais vu quelqu'un construire la maison parce que c'est un assassin. On sait que lui là, chaque matin, lui va tuer les gens, il a construit la maison là. Je n'ai jamais vu. Vous aviez des désirs qui ne vous apportent rien, des faux podiums. Parce que vous pensez que le vampire est un jeu. Les enfants avaient vu leur père aller en vampire. Ils ont cru que le vampire c'est un jeu. Mais après eux-mêmes ils sont partis. Voilà. Vous fuyez encore quoi? Vous fuyez encore quoi jusqu'à vous donner la mort? Quand tu as décidé d'être un vendeur de tabac, même si on vient t'arrêter, accepte. Beaucoup parmi vous ici sont allés en prison à cause de la drogue. Aujourd'hui, ils sont devenus des PD en prison. C'est toi qui n'as rien. Tu es d'une famille pauvre comme moi. Mais c'est toi qui veux faire des choses qui te dépassent. Quand tu marches avec l'enfant d'un général, si l'enfant d'un général mange maintenant les camemberts, il mange le saumon, ne mange pas. Parce que lui, il peut manger ça tous les jours. Tu vois, c'est peut-être le jour là. Après, quand tu vas prendre goût, tu seras obligé d'aller voler. Laissez les enfants des ministres manger la nourriture des enfants des ministres. Les enfants des généraux, manger la nourriture des enfants des généraux. Et les enfants des bacatiers, mangez vos escargots. Parce que c'est ce que tu as mangé tous les jours. Parce que si tu commences à vouloir t'habiller comme l'enfant du ministre, mais un jour, il ne va plus te donner l'argent. Parce qu'il aura maintenant un autre ami. Tu seras obligé d'aller voler. Parce que tu veux rester dans le standing. Il faut savoir regarder votre réalité. Quand tu rentres chez toi, tu regardes chez toi comme ça, tu dis, ah, ça c'est ma vie. Je vais me battre honnêtement pour sortir de là. Je ne vais pas tricher. Mais si tu triches, et que ta pompe tombe, mais mon fils, tu vas devenir un vrai bandit, un rienton. Et là, on va vous filmer. Comment tu tombes de l'état, tu viens comme tu meurs. Voilà l'investissement de toute une vie. Les parents investissent sur toi. Ils attendent de toi que tu sois un grand homme dans la vie. Mais ce que toi tu trouves à faire, c'est d'aller faire le banditisme. Ce que toi tu trouves à faire, c'est de détruire ta vie. Après maintenant tu vas pleurer, papa, tu meurs. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous pensez que vous faites même ça. Hier, quand mon père nous demandait d'aller à l'école, nous on pensait qu'il fait ça parce qu'il pense que quand il veut travailler, machin et tout et tout. Mais aujourd'hui, il est parti depuis 2008, hein, il est parti. Est-ce qu'il est encore là avec toi? Tu penses que quand ton père te dit de faire l'école, de te concentrer sur ton avenir, de devenir un homme honnête, parce qu'il attend quelque chose de toi? Déjà, vous les enfants d'aujourd'hui là, vous comptez les bienfaits.
Si tu donnes l'argent à ton père, tu vas compter. Le jour où ton père essaie de te dire que ce que tu fais n'est pas bien, tu dis comme papa a dit que ce que je fais, moi je ne vais plus rien donner à papa. Mais quand ton père te nourrit aujourd'hui là, malgré les bêtises, il te donne à manger, il te garde. Il ne vérifie pas si tu as fait du mal. Mais toi demain quand tu auras, tu vas dire ah, laisse-moi lui là. Si c'est ça, moi je ne donne plus mon argent. Mais tu vas oublier que c'est lui qui te forçait d'aller à l'école. C'est lui qui te forçait à étudier les leçons. Vous déviez. Vous cultivez l'impolitesse. Vous les enfants, vous êtes impolis. Il faut vous voir ici. Mais les gens ont même peur de vous conseiller. Les enfants d'aujourd'hui là. Les gens ont peur de vous conseiller. Parce qu'on ne conseille pas les chiens. On ne conseille pas un lion. Quelqu'un qui est prêt à mordre l'éducation. Quelqu'un qui est prêt à mordre la moralité. Les gens vous fuient. Parfois, on fait un semblant de vous dire bonjour. Quelqu'un qui est là, tu n'as rien foutu dans la vie. Tu fais les jeunes filles d'aujourd'hui, tu fais la concurrence sexuelle avec ta mère. Donc, chacun de nous a une responsabilité dans ce qui s'est passé au lycée. Je pense que les parents, l'élève, nous devrions nous asseoir. Le corps enseignant devrait s'asseoir. Mais et surtout le gouvernement. Parce que, je le disais dans l'un de mes directs, Monsieur le Président Oligui, on est un grand président. Sinon, un très bon président, on l'est que si votre peuple est heureux. Si votre peuple sort développé et épanoui, vous devenez un grand président. On n'est pas un grand président de la République parce qu'on a torturé son peuple. On n'est pas un grand président de la République parce qu'on sait réprimander le peuple. On est un grand président de la République parce qu'on sait rendre son peuple heureux. On sait donner l'amour de vivre à son peuple, On sait donner au peuple la joie de vivre. On sait donner au peuple l'esprit de floraison. Ce n'est que par là qu'on devient un grand président. Mais si votre peuple ne fleurit pas, le peuple ne peut pas donner les fruits. Le peuple ne peut pas donner le fruit. Regardez, observez bien votre peuple, Monsieur le Président. Observez votre peuple. Regardez bien votre peuple. Regardez votre peuple avec amour. Et posez-vous la question, à vous, pas à quelqu'un d'autre. Posez-vous la question à vous-même, intérieurement. Est-ce que mon peuple est heureux? Est-ce que mon peuple a la joie de vivre? Est-ce que mon peuple s'épanouit? Monsieur le Président, la réponse à ces questions-là pourra vous démontrer si vous êtes un grand président ou si vous ne l'êtes pas. À savoir que être un grand président, c'est de donner la joie à son peuple. Monsieur Jean Recosso, tu écris ici, dont vous êtes parfois lucide.
Moi, je ne sais pas, on nous demande ici sur la toile de ne plus utiliser des termes injurieux. Mais on ne demande pas aux gens de ne pas avoir un comportement imbécilisant. C'est monsieur Jean Recozo là. Je ne sais pas si c'est toi qui éduques mes enfants. Mais il faut bien te renseigner sur la personne de Fortuné. Parce que vous estimez, vous estimez que pour vous être lucide, c'est quand on est contre lui. C'est ça votre lucidité. La lucidité est pour vous, la définition de la lucidité pour vous aujourd'hui, c'est d'insulter Oligui. De dire qu'Oligui est mauvais, Oligui est ceci. Et quand on n'insulte pas Oligui, quand on respecte Oligui, quand on veut soutenir Oligui, pour vous, on n'est pas lucide. Si ce n'est pas de l'imbécilité, c'est quoi que tu fais là? Apprenez à vous respecter. Moi, je ne vous connais pas. Mais renseigne-toi bien. Demande aux gens de te parler de Fortuné, honnêtement. Je suis fier de moi. Très fier. Et tu peux Bongo be movie, back ba wulu miso, back ba wulu na, back ba zamba money. Baba bachi, baba ba yumu ba sexy maka, kala suma duwa dana ba maria bara bara stando, batuna ba na bongwana ngaba taba chiye chiye.